Voilà, donc voilà. J'ai mis l'enregistrement. Nous avons un bilingue. La conférence allait commencer en anglais et que du coup, ça allait être plus compliqué à suivre. Pour ma Alors, part. c'est certainement pas moi déjà qui vais vous parler en anglais. Hein. Non, j'ai pas cette prétention du tout. Hein. D'accord. Allez, je te laisse présenter le réseau, toi, Gwenaëlle, du coup. Ouais. Donc, Gwenaëlle et Laurence, c'est nous qui vous présentons cette webconférence ce soir. Donc, nous avons créé une association qui s'appelle Réseau de soutien aux parents 17, où nous avons 2 demi-journées par semaine où nous accueillons gratuitement les parents. Donc, les parents qui ont besoin de conseils dans l'éducation de leurs enfants. On va pouvoir les rediriger vers d'autres institutions si besoin, parce qu'on ne peut pas tout faire. On va les conseiller, on va les écouter. Donc, voilà, ça, c'est vraiment notre première mission. Et puis ensuite, on propose également, comme ce soir, des webconférences ou bien des groupes de parole pour les parents. Enfin, ça peut être sous plusieurs formes. Donc, voilà, ça, c'était pour la présentation de l'association. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Laurence? Oui, non, en fait, non. Le réseau, c'est vraiment la mission première, c'est écouter, informer, orienter les parents en distanciel avec ou avec la ligne téléphonique ou en présentiel sur nos demi-journées, mais c'est exactement ça. On le fait à Rochefort parce que c'est le centre social de l'API qui nous accueille, qui nous prête des locaux. Donc, pour l'instant, on est basé à Rochefort. Voilà. C'est juste ça. Ah, il y a quelqu'un qui se connecte. Ouais, il y a quelqu'un. Bonsoir. 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 Bienvenue. Du coup, Laurent, je te laisse te présenter et je me présente après ou Ouais, pas de souci. Comme ça, d'accord. Pas de souci. Alors donc moi je suis Laurence Lanier, donc je suis aujourd'hui conseillère familiale et parentale, donc coach parental certifié depuis janvier 2020. Donc c'est pas si vieux. Avant j'ai eu une autre vie, directrice de crèche, éducateur à la protection de l'enfance, en psychiatrie, etc. Et aujourd'hui je suis en libéral et je suis je fais du soutien à la parentalité et je me suis un petit peu spécialisée dans le parent épuisé, le burn-out parental, enfin voilà, le terme que l'on veut, mais sur ce. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Vas-y, Gwen, à toi. Donc, moi, je suis Gwenaëlle Michalot, je suis psychopédagogue. J'accompagne les enfants et les adolescents dans la gestion des émotions. Et j'accompagne également les parents vers une évolution dans une éducation positive. Donc, voilà. Juste un petit rappel, du coup, pensez à couper vos micros pendant la conférence afin de ne pas faire d'interférences et des échos. Voilà, cette conférence est enregistrée. Pour ceux qui viennent d'arriver, pour que vous le sachiez. Donc, ça veut dire qu'elle pourra être éventuellement rediffusée sur des réseaux sociaux. Si vous ne souhaitez pas apparaître, vous pouvez aussi couper votre caméra si cela vous gêne. Voilà. Vous avez également le chat que vous pouvez activer en bas. Il y a un petit carré, là, comme ça, un petit rectangle avec une petite flèche comme ça. Donc, vous pouvez activer le chat si vous avez des questions à poser pendant la conférence. Et moi, c'est plutôt Laurence qui va la mener, cette conférence, puisque c'est elle la spécialiste, et j'ajouterai de temps en temps 2-3 petites choses. Mais effectivement, je pourrais tout à fait lui reposer vos questions. Quand elle aura terminé un chapitre, à la fin de chaque chapitre, je pourrais lui poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et du coup, je vais te laisser commencer. Je peux commencer, du coup. Très bien. Alors, donc du coup, on va parler donc du burn-out parental. On va aussi vous laisser la possibilité de télécharger ce petit fichier là en PDF qui est tout ce que je vais dire ce soir. Donc, ne prenez pas de notes. Si vous voulez le télécharger, on vous l'a préparé. Donc, vous n'hésiterez pas à nous donner soit votre adresse mail pour vous rebasculer le fichier. Donc, voilà, pour être tranquille de ne pas prendre des notes et que vous soyez bien attentif et zen. Voilà, ne vous embêtez pas avec ça, on vous pourra toujours donner après. Voilà. Donc, on va parler du burn-out, les symptômes, l'évolution, les conséquences, et puis évidemment, il y a quand même quelques solutions pour s'en sortir. Donc, du coup, on va aborder tout ça. Donc, alors, j'ai mes petites fiches quand même, parce que voilà. Donc, le burn-out parental, donc le burn-out, c'est un terme
qui est apparu en 1983. C'est un terme anglais, en fait, qui veut dire s'user, s'épuiser, craquer. Et donc, nous, on se l'a approprié en France fin 2000. C'était aussi parce qu'on utilisait aussi le syndrome du parent épuisé et ça parlait peu. C'était un peu trop professionnel. Et aujourd'hui, on parle de burn-out. Alors, vous pouvez parler de burn-out scolaire, burn-out, tout ce que vous voulez, émotionnel. Mais voilà. En 2019, il y a aussi une clinique en Belgique qui a aussi fait une étude sur le burn-out parental. Et on s'est quand même aperçu qu'en France, il y a quand même 5 à 6% de parents qui sont quand même, qui glissent, on va dire plutôt qui glissent, vers le burn-out parental. Alors, qu'est-ce que c'est exactement le burn-out parental? Alors, en fait, quand on est parent, on se dit que c'est la plus belle chose qui nous arrive, c'est une joie immense. Parent, ça veut dire c'est la naissance, c'est l'épanouissement, etc. Sauf qu'effectivement, quand on arrive à un moment donné où on ne supporte plus ses enfants, la définition c'est un peu ça, hein, c'est comment on peut ressentir le fait de ne plus supporter ses enfants, d'avoir même une envie, une agressivité envers eux, alors qu'en fait c'est les gens qu'on aime le plus au monde, mais ce côté où on ne les supporte plus même à proximité. Alors en fait pour les parents, attends, c'est quelque chose qui est quand même... Est-ce qu'il n'y a que chez moi où il y a des soucis de son ou est-ce que ça vous arrive à vous aussi? Ah, d'accord. Donc, on a des petits soucis de son. Ouais, c'est quand tu parles. Oh bah bravo, c'est quand je parle. Non mais, est-ce que c'est mieux? Ouais, là c'est mieux. T'as qu'à dire que je parle trop vite, ce qui est possible. Je l'ai dit. Hein. Alors, tu parles un peu vite, effectivement, mais ça grésille un peu. Et je me suis mis quand même dans un endroit où il y a la fibre, hein, quand même, exprès, hein, quand même. Mais bon, visiblement, je vous ai dit que j'avais un mauvais karma avec l'informatique. Voilà. Alors, donc, on va reprendre un peu. Donc, le burn-out parental, c'est quand même quelque chose de très tabou, de très mal connu, et surtout qui est quand même un peu la honte d'un parent de ne pas y arriver, à qui on peut en parler, c'est quand même quelque chose de... Et comment dire, c'est un parent qui se met, on va dire, en mode survie. C'est après une longue période de stress et c'est où, en fait, tout ce qui est les sollicitations extérieures, c'est-à-dire les cris, les pleurs, tout devient insupportable. C'est un petit peu. Alors après, contrairement un petit peu à tout ce qui est les on-dit, vous pouvez être en burn-out parental avec un enfant comme avec 5 enfants. C'est pas dit parce que vous êtes une famille nombreuse que vous êtes dans un burn-out parental. Et c'est aussi les pères et les mères qui sont touchés. C'est-à-dire que nous, on a rencontré dernièrement avec Gwenaëlle un papa qui était en burn-out, dans un état de détresse, mais ça touche aussi les pères. C'est pas que les mères. C'est pour ça qu'on ne parle plus de burn-out maternel, on parle de burn-out parental parce que ça touche aussi les papas. Donc voilà. C'est un petit peu, alors, c'est vraiment un état d'épuisement parental extrême. C'est avec ce souci de perfection. C'est-à-dire qu'en fait, le parent a cette volonté de vouloir tout réussir à la perfection avec un sentiment de ne jamais être à la hauteur. Globalement, c'est ça. Et il s'en rajoute jusqu'à vraiment à l'effondrement. Il est hyper exigeant avec lui-même, et je vous donnerai plein de détails après, hein, mais c'est globalement le cadre, c'est un peu ça, c'est être hyper perfectionniste, être hyper exigeant avec soi-même, et on n'est jamais satisfait de ce que l'on met en place. Et en plus, on lutte contre vraiment le mythe du parent parfait, c'est-à-dire que tout ce que l'on voit dans les réseaux sociaux, la maman qui fait son pain bio, qui fait sa niche à oiseaux avec du pain, avec du beurre cyclé, qui se réveille le matin, elle est souriante et maquillée. Voilà. Cette pression sociale fait que aussi on se sent jamais à la hauteur et toujours en marge. Et malgré les efforts, malgré ce qu'on se rajoute, on est toujours avec un sentiment d'échec. Voilà. Et du coup, c'est vraiment un processus progressif. On n'arrive pas en burn-out du jour au lendemain. C'est contrairement à la dépression, et on y reviendra un peu plus tard, mais il y a une différence entre la dépression et le burn-out. Le burn-out, vraiment, on y glisse un peu. C'est pas du jour au lendemain qu'on est en burn-out. Du jour au lendemain, oui, vous êtes épuisé, vous pouvez plus vous lever, ça c'est sûr. Mais avant, il y a eu quand même plein de signes et plein de symptômes. Voilà. Et c'est aussi un devoir de performer, mais sans vouloir déléguer. C'est-à-dire qu'on a cette volonté de vouloir tout contrôler, parce qu'on a aussi, on a toujours peur que si on délègue à l'autre, ce ne sera pas fait à sa façon.
Et ça, on a tous un petit peu ce petit défaut-là, c'est-à-dire que il y a toujours nous qui faisons, on va dire, un mieux et que ce ne sera pas fait à notre façon. Voilà, c'est un petit peu le défaut. Alors du coup, globalement, le burn-out, c'est vraiment une violence, enfin, c'est vraiment une réelle souffrance physique, psychologique, psychique, avec vraiment une grosse surcharge émotionnelle et mentale. Et on est vraiment dépassé. Alors après, juste pour une petite aparté, le confinement, par exemple, a eu un énorme impact sur le burn-out. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un peu limite débordé, parents épuisés, vous vous dites, je vais solliciter la mamie et le papy, je vais aller voir une baby-sitter, je vais le foutre au centre de loisirs. Enfin, donc, voilà, c'est très clair. On délègue un peu, on se laisse du temps pour soi. Sauf que là, en étant confiné, en fait, on s'est rajouté du suivi scolaire, ce qui n'était pas forcément, on n'était pas prêt pour ça. On s'est rajouté des tâches ménagères. Alors, à faire que ça, c'est pas non plus le plus épanouissant du monde. Il fallait être centre de loisirs, il fallait tout faire. Et en plus, il s'est rajouté des angoisses, de l'anxiété avec nos enfants et des conflits, parce qu'il fallait gérer les conflits entre fratries, les écrans, enfin tout ça. Et tout ça fait que ça a été aussi pour certains la banque. Il y a beaucoup de parents qui, étaient dans un état de déprime, dépression et qui ont fait des burn-out. Le confinement ne nous a pas tous aidés. Il y en a qui ont trouvé le confinement, on va dire, très épanouissant pour certains, tant mieux. Mais il y en a, ils n'étaient pas non plus prêts à vivre H24 avec ses enfants. Ne pas avoir cette petite bouffée d'air, je pense, ne pas avoir de relais, ça a été compliqué pour certains. Surtout pour celles qui étaient déjà dans cette phase de rajout. Là, il faut être encore plus perfectionniste, c'est-à-dire qu'il faut que tous les devoirs soient faits, il faut que tous les enfants soient levés à telle heure, il faut qu'on fasse. Enfin, là, franchement, avec le confinement, les mamans qui étaient déjà sur la voie du burn-out s'en sont rajoutées encore. Et forcément, plus on s'en rajoute et plus on y va. Oui, et puis il faut quand même avouer qu'on avait des tas de choses sur les réseaux sociaux. Faire le pain maison, si on bouffait des biscottes, c'était pas dramatique non plus, mais il fallait vraiment être au taquet à tous les niveaux, quoi. Et c'est vrai que quand on est déjà un peu fragile, on s'est senti encore plus dévalorisé, encore moins compétent, etc. Donc ça a été encore quelque chose qui a été accentué. Donc si on n'a pas de relais, c'est vrai qu'on sombre assez vite. Voilà globalement un petit peu pour poser le cadre, un peu dans quel état on peut être. Alors, il y a des symptômes, bien évidemment. On va dire qu'il y en a à peu près 4. Le premier, c'est un épuisement émotionnel et physique très intense. C'est-à-dire que au bout d'un moment, le premier symptôme, c'est que vous êtes avec zéro énergie, c'est que vous n'avez plus envie de vous occuper de vos enfants, mais vous avez par contre de l'énergie pour aller travailler, pour aller faire du sport. A contrario, c'est ça. C'est-à-dire qu'un parent qui est en burn-out, il peut être au taquet sur plein de choses. C'est-à-dire que vous le voyez dans la rue, vous dites « Oh la vache, elle est toujours à fond, elle est toujours à faire des tas de trucs, etc. » Ouais, mais en fait, c'est un peu comme une vitrine. C'est que justement, on s'en rajoute pour pas sombrer. Et c'est ça justement le côté de la différence avec la dépression, où quand quelqu'un est déprimé, il traîne ses chaussures, il a du mal à se lever. C'est vraiment quelque chose de latent. Quelqu'un qui est en burn-out se rajoute de la surcharge en fait. Pour pas sombrer, donc il va dans l'excès. C'est un petit peu ça qui fait que c'est très subtil et qu'on y glisse vraiment lentement. Donc, vous avez l'épuisement émotionnel et physique. C'est vraiment que du coup, vous êtes au bout du rouleau. Voilà, vous êtes au bout du rouleau, mais vous avez plus envie de vous occuper de vos enfants parce que vous n'avez pas envie. Voilà, c'est ça. Mais par contre, vous allez faire du sport, vous avez de l'énergie pour aller au bosser, vous êtes au taquet, etc. Et quand vous vous retrouvez chez vous, voilà, les enfants, déjà, vous êtes épuisés à l'avance. Et donc, le deuxième symptôme, c'est la distanciation affective. C'est-à-dire que là, vous vous mettez un peu comme un mode de pilotage automatique, le robot. C'est-à-dire que vous êtes là pour être là, vous faites le strict minimum, vous faites à manger, vous allez les chercher à l'école, mais vous êtes assez distant, vous n'êtes pas épanoui au plus haut point. Là, donc il y a l'épuisement, vous êtes épuisé, en tant que parent. Vous avez de la distanciation, vous faites pour faire, mais bon, c'est pas la grande joie. Et l'autre, le troisième, je dirais, il y a la saturation. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie de partager quoi que ce soit de plus. C'est-à-dire que votre enfant vient vous voir pour jouer ou pour vous montrer, un dessin qu'il a fait.
bon voilà, vous n'êtes vraiment pas à montrer votre oh c'est super. Non, on va dire que ça vous saoule déjà à la base. C'est vraiment la saturation, c'est que là vraiment vous avez plus envie. Je vous ai perdu, non? Non, 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 c'est bon, on t'écoute. Il y a des trucs qui se sont coupés. Donc voilà, donc déjà il y a ces 3 symptômes-là, il y a l'épuisement, il y a la distanciation et il y a la saturation. Et le 4e, qui fait que c'est un petit peu, c'est là où un peu on est ambivalent, c'est le contraste. C'est-à-dire que là, tout ce que vous faites, l'épuisement, vous mettez de la distance affective avec vos enfants, c'est le contraste, c'est que vous reconnaissez pas. C'est-à-dire que vous vous êtes dit que vous, en tant que parent, vous allez être proche de vos enfants, partager des jeux, les valoriser sur leurs notes, des choses comme ça. Mais c'est qu'en fait, vous êtes tellement, vous reconnaissez pas, c'est pas du tout les valeurs ni ce que vous aviez envie de décider pour éduquer vos enfants, et vous êtes complètement ambivalent. C'est le contraste. Vous faites tout le contraire de ce que vous aviez envie de donner ou de faire avec vos enfants. C'est-à-dire que vous étiez dit, le jour où j'ai des enfants, je vais être super proche, on va faire de la pâtisserie avec eux, on ira se promener, etc. Sauf que là, vous êtes dans un état de sidération totale que vous n'avez rien envie de partager avec eux. Et donc, ce contraste-là est très lourd à porter pour vous. C'est vraiment, et là, vous vous sous-estimez encore plus. Il y a vraiment l'estime de soi, la confiance en soi qu'on prend vraiment encore plein dans la figure. Un mot, c'est un petit peu ça. Donc, vous avez honte et on se replie sur soi. Voilà. Donc, mais par contre, soyons clairs, pour être en burn-out, en burn-out parental, vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les symptômes. Vous pouvez être vraiment avoir une distanciation affective, mais pas forcément saturée, mais dans des choses un peu dans l'excès. Voilà, on va dire que globalement, voilà un petit peu les symptômes. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si vous pouvez un peu… Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, qui veulent mettre dans le chat, quelque chose qui vous… Voilà. Ou si vous avez bien tout compris, si c'est OK pour vous, si on peut passer à la suite. Eh bien, je continue. Donc, du coup, en fait, le burn-out parental, on glisse lentement vers une transformation lente un peu de soi-même. C'est-à-dire que voilà, on va plus se reconnaître, on va se perdre, et puis on va faire ce qu'il faut faire, mais franchement, c'est vraiment pas du tout épanoui. Pas du tout un parent épanoui. Alors, il y a des signes qui alertent. On va parler alors là, on a fait des symptômes on a fait 4 catégories. Et puis là, il y a des petits signes qui peuvent alerter. Alors, les signes qui alertent, c'est aussi bien pour soi, mais ça peut aussi être pour quelqu'un un proche, un entourage, et puis aussi pour les professionnels, pour peut-être détecter des parents. Parce que, vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple bête, mais un parent qui vient chercher son enfant toujours après la sortie, ou vraiment à la limite, c'est fermeture 18h, il vient toujours à 18h. Peut-être que ce parent-là, c'est peut-être pas un parent chiant, c'est peut-être juste un parent qui est justement, il peut plus supporter ses enfants et il vient peut-être à la dernière minute. Voilà. Des fois, pour les professionnels, il faut peut-être voir son autre façon de voir. Et puis pour les parents, peut-être, ou pour le conjoint, peut-être voir que, il y a peut-être quelque chose qui interpelle peut-être. Alors, des signes qui alertent, par exemple, c'est ce sentiment d'être toujours épuisé, toujours fatigué. Bon, ça, c'est plus simple, hein. Il y a des troubles du sommeil. Alors pas forcément des cauchemars, c'est pas ça, mais vraiment où à un moment donné, on n'arrive plus à trouver le sommeil. Le corps a envie de dormir, mais vous avez le cerveau qui gamberge, et vous êtes déjà en train de vous dire demain j'aurai pas le temps de faire ci, mais comment je vais trouver le temps, voilà. Ça n'arrête pas, et votre cerveau ne se pose pas en fait. Vous avez des plaintes somatiques. Alors, les plaintes somatiques, c'est-à-dire que vous étiez peut-être migraineux un petit peu comme ça à la base, sauf que là, c'est accentué. Vous aviez mal au dos, vous aviez peut-être… Et là, c'est encore plus. C'est-à-dire que, bizarrement, vous avez plus de maux, vous avez plus de migraines qu'avant. Donc, bon, ça, c'est pareil. Pourquoi ? Vous êtes aussi dans un côté, des fois, un petit peu pessimiste. Un peu marre de tout, une mauvaise image de soi, et vous avez des changements d'humeur. C'est-à-dire que vous pouvez être très irritable, très en colère, et après être dans une hyperactivité, on n'a pas compris. Vous ne supportez plus les cris, mais après, allez, hop, et là vous partez, allez, on va faire un tour de vélo, puis voilà, pour combler un peu ce vide.
Et vous faites et il y a aussi un signe qui alerte aussi, c'est les addictions. Alors les addictions, c'est vraiment, c'est pas la drogue, etc. Ça peut l'alcool, etc. Ok, mais ça peut être aussi le sport. Par exemple, vous êtes hyper fatigué, contrairement à quelqu'un qui est en dépression, c'est que quelqu'un en burn-out, vous êtes hyper fatigué, mais la fuite, ça va être, je vais faire du sport, mais je vais me rajouter encore de la fatigue. Je vais faire beaucoup plus de sport, ça va être un peu une petite fuite. Voilà, et on se rajoute encore quelque chose. Je vais faire, je sais pas, moi, je vais, voilà, enfin, oui, du sport, par exemple, ou je vais bosser un peu plus. On se rajoute quelque chose. C'est vraiment, c'est une addiction dans la fuite, mais dans l'excès. Vous le faites dans l'excès. C'est-à-dire que vous êtes crevé, mais votre patron va vous dire, bah, vous pouvez pas faire des heures sup, etc. Oui, oui, évidemment. Oui, mais non. Non, voilà, c'est-à-dire que voilà, on s'écoute pas. Et pareil, bah, je vais faire du sport, mais oui, ça va me changer les idées, etc. Bah oui, mais on est déjà crevé à la base, forcément, et à la salle de sport 3 fois par semaine. Et c'est pour ça que les gens, quand ils voient des personnes en burn-out, ils disent « Oh la vache, qu'est-ce qu'elle fait du sport, elle a un super boulot, elle fait des heures et tout. » Et en plus de ça, vous êtes toujours à rendre service. C'est-à-dire qu'une maman va vous dire « Ça te dérange pas d'aller récupérer machin au stade de foot parce que le tien en fait, etc. » Vous êtes toujours la maman qui rend service. Vous savez jamais dire non. En fait, c'est ça. Et donc, c'est là où on s'en rajoute, en fait. On se rajoute beaucoup de surcharge et là, du coup, bah, à un moment donné, bah, le corps, il craque. En fait, c'est un petit peu ça. Globalement, voilà un petit peu ce qui peut aussi alerter et ce qui peut, comme signe qui peut être vu, voilà, par même le conjoint et puis la famille, enfin, parce que c'est vrai que généralement, on est un petit peu dans le déni quand on est un parent en burn-out, on se voit pas parce qu'on est quand même dans l'hyperactivité, mais on se voit pas. Quelqu'un qui est en dépression, il n'arrive pas à se lever le matin, il a du mal à se laver, il a du mal à avoir de l'investissement pour quelque chose, de l'intérêt, etc. Le burn-out, bah, vous en avez trop. Vous avez 10 milliards de projets à faire en même temps parce que vous ne voulez pas sombrer, donc vous en rajoutez tout le temps. Donc, de l'extérieur, on se dit, oh, quand même. Donc, voilà, c'est ça, en fait, qu'il faut. Le conjoint doit même doit vraiment être alerté. Voilà. Bon, globalement, un petit peu. Alors après, donc, l'évolution un peu du burn-out. Alors, comment est-ce que déjà sur les signes, les symptômes, est-ce qu'il y a des questions, quelque chose que vous voudriez ajouter, que vous voudriez, est-ce qu'il y a quelque chose que voilà, vous voulez intervenir? C'est OK pour tout le monde? OK, donc tout va bien. Alors, l'évolution assez rapidement parce qu'on va plutôt après parler des conséquences un peu qui sont vraiment sur la famille, sur les enfants, etc. Mais l'évolution, c'est ce que je vous ai dit un petit peu avant, c'est-à-dire que on est débordé, on veut jamais rien lâcher et à chaque fois on se rajoute des après, il y a ce côté très perfectionniste. C'est vraiment la chose qui est on va dire le plus caractéristique vraiment du burn-out, c'est qu'on veut vraiment atteindre une perfection qui est inatteignable en fait. Et on se met des exigences qui est pour une mère parfaite, une Wonder Woman, ça n'existe pas. Alors je dis mère parfaite, je m'excuse, mais parce que ça peut être aussi parent parfait, mais je mets plus les mères quand même, pardon. Mais voilà, mais c'est vrai que le parent parfait n'existe pas, c'est pas possible. On est fait avec des failles, on est imparfait, on est bien avec nos imperfections, voilà. Mais c'est vrai que cette exigence avec soi-même est inatteignable, donc on est toujours à vivre des échecs. Et on ne peut pas être épanoui et valorisé en n'ayant que des échecs, en fait. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on a beau aller rendre service à la copine pour aller chercher le copain au foot, on est hyper claqué et on arrive, mais on se dit ah bah attends, j'ai pas vidé le lave-vaisselle, mais voilà. Alors qu'en fait, il faut en fait réfléchir un petit peu autrement, c'est-à-dire que il faut se dire que le lave-vaisselle n'est pas vidé, mais où sont les priorités? Mais ça, ce sera un petit peu dans les solutions, mais c'est là où le parent en burn-out, il n'arrive plus du tout à prioriser, c'est-à-dire qu'il fait pour faire, mais il s'en rajoute, et il a une très lourde culpabilité de ne pas y arriver. Voilà, c'est un petit peu ça. Globalement. Donc, du coup, les conséquences un petit peu qui sont un petit peu vers le parent, vers la famille et vers les enfants, parce que forcément, ça a des conséquences un petit peu sur les enfants et sur donc le parent. Alors, le parent, les conséquences, on va dire qu'il a tellement honte, on va dire, voilà, qu'il a des idées suicidaires.
Alors, c'est fort, mais c'est un petit peu ça, parce que, par exemple, on est en burn-out professionnel. Vous dites, bah voilà, le burn-out professionnel, je suis au bout du bout. Qu'est-ce que vous faites? Bah, vous allez voir votre médecin traitant, vous allez faire un arrêt de travail, ok. Suite à ça, vous vous dites, bah c'est bien, bah au pire, j'ai plusieurs options. Je change de boulot, je change de service, j'arrête, je démissionne. Enfin voilà, vous pouvez ça. Sauf que la famille, eh ben, le parent, eh ben, sauf que ben, vous n'avez pas de porte de sortie. C'est-à-dire que vous êtes parent, vous êtes parent. Là, vous n'avez pas le choix. Vous n'allez pas vous dire, bah, je vais abandonner mon gamin sur l'autoroute. Ça, non, bah non, non, non. Donc, forcément, vous restez avec vos enfants et votre avec. Donc, en fait, c'est là où c'est vraiment très subtil parce que vous êtes vraiment coincé. Donc les idées suicidaires, bah ouais, c'est parce que eux, parce qu'il y a des parents, ils se disent, bah j'ai pas trop le choix, j'en peux tellement plus que c'est ma seule porte de sortie. Après, vous avez, donc je vous avais dit les dépendances, les excès, c'est-à-dire que vous pouvez voilà, être dans un excès, mais qui vacille votre famille, c'est-à-dire que vous allez faire trop de sport, trop absent, trop de jeux, trop de machin, etc. Et vous avez aussi des répercussions sur le couple. Alors le couple, on se dit, bah oui, évidemment, mais vous êtes vous vous sentez incomprise, donc il y a de l'incompréhension dans le couple, vous vous disputez tout le temps, vous êtes hyper susceptible, et puis bah, c'est pareil, baisse de libido, n'en parlons pas, etc. Voilà, hein, ça évidemment, ça a des conséquences, mais beaucoup de parents arrivent à une finalité qui est le divorce parce qu'ils sont vraiment dans une incompréhension totale. La coéducation, elle ne fonctionne plus même. C'est-à-dire que la coparentalité, c'est plus possible. Le parent en burn-out veut tellement faire par soi-même, gérer, contrôler, que l'autre, il n'a plus sa place non plus. Vous avez aussi de la violence. Alors la violence, verbale et physique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de la violence verbale envers vos enfants, mais c'est là où vous êtes vraiment dans le contraste et que vous vous reconnaissez plus. C'est-à-dire que vous pouvez dire simplement, mais j'étais mieux sans enfant, hein, c'est pas possible. Alors, évidemment, c'est hyper blessant pour l'enfant, mais vous êtes tellement mal que même ces parents-là, vous les contrôlez même plus. Vous pouvez être violent physiquement, c'est-à-dire qu'une gifle parce que vous êtes à bout, ou cette envie de taper parce que vous êtes vraiment excédé des cris, des pleurs, de m'appeler 15 fois maman, 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 maman. Au bout d'un moment, vous en pouvez plus, que ça peut vite partir. Tout ce que vous n'avez pas rêvé d'être comme parent, en fait. Vous pouvez avoir aussi de la négligence. Alors, la négligence, c'est par exemple, votre enfant, l'instit vient vous voir et vous dit votre enfant a vraiment un problème au niveau du langage, ce serait bien de faire des prises en charge orthophoniques. Ça vous blase tellement que même ça, vous n'avez même pas envie de faire l'effort de l'emmener chez l'orthophoniste. C'est bête, mais c'est de la négligence quand même. Voilà, vous n'êtes plus dans ce côté où voilà, c'est vraiment ça, c'est les conséquences quand vraiment vous êtes quand vous glissez vraiment, là vous êtes dedans, là carrément, et que là, vous êtes vraiment dans une envie de fuir à tout prix, quoi. Vous avez aussi la difficulté à gérer vos émotions. Alors ça, Gwenaëlle, c'est la spécialiste, elle pourra vous dire après, mais vous passez d'un côté où vous êtes hyper en colère, hyper triste, et puis d'un côté, vous êtes hypersensible, vous êtes dans l'hyperactivité, dans la suractivité, après dans la passivité. Voilà, c'est tout mélangé. Et vous prenez ce qu'il y a à prendre pour le moment, mais globalement, vous êtes en train de vous perdre. Hein, c'est un petit peu ça. Tu veux peut-être rajouter quelque chose sur les émotions, Gwenaëlle, peut-être, non? Ouais, sur les émotions et surtout sur la culpabilité, parce qu'en fait, quand on se sent coupable comme ça, c'est très très difficile à accepter en tant que parent, cette culpabilité. Et du coup, on la rejette. C'est là où finalement on est violent, verbalement ou physiquement. C'est quand on rejette cette culpabilité, qu'on ne l'accepte pas, parce que justement, ça ne reflète pas le parent qu'on voulait être. Et on se sent tellement coupable qu'on est incapable de l'assumer. On ne peut plus assumer ses émotions, on ne peut plus assumer tout ça. Et de ce fait, ces émotions, à un moment, il faut qu'elles sortent, en fait, d'une façon ou d'une autre. Et on a l'impression que, en fait, on rend coupable les enfants ou le conjoint de tout ce qui nous arrive, de ce qu'on ressent. Et c'est là, effectivement, où on risque de devenir violent. C'est quand on n'accepte plus cette culpabilité, quand on n'accepte plus cette émotion, parce que c'est quand même très, très compliqué à accepter. De ne pas être le parent qu'on rêvait d'être. Cette culpabilité, elle est très lourde à porter pour certains parents. Et de ce fait, c'est tellement lourd à porter que s'ils acceptaient ça, ce serait comme un échec finalement.
et ils préfèrent le rejeter sur les enfants ou sur le conjoint. Mais ce qu'on fait très très régulièrement, hein, je veux dire, quand on est en colère, on a l'impression que c'est la faute des autres, alors qu'en fait, ça nous appartient, mais on le fait régulièrement. Mais là, forcément, c'est accentué du fait de ce burn-out. C'est ça. Alors là, après, là, on va juste faire une petite parenthèse sur les conséquences sur les enfants. C'est-à-dire que, évidemment, on est parents, voilà, on est vraiment en train de sombrer vers le burn-out et vous avez soit des maladresses verbales, soit de la négligence, ou soit de la distanciation, etc. Et vous avez les enfants, dans tout ça, ils se questionnent, ils se posent la question, c'est de ma faute, j'ai peut-être mis ça en place, ils se culpabilisent, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, etc. Donc, ça devient… eux, ils comprennent pas en fait, parce qu'il y avait la maman d'avant ou le parent d'avant, et le parent aujourd'hui qui est vraiment dans un mal-être, une souffrance, mais ils gèrent pas ça. Pour eux, c'est ça. Ils peuvent pas le concevoir et on met pas des mots dessus parce qu'on est tellement mal qu'on est un peu dans le déni, donc on peut pas leur expliquer. Par contre, ils se prennent en plein fouet que maman elle est pas dispo, maman elle crie, maman elle ne me supporte pas, etc. Donc les enfants, il y a plusieurs modes, un peu de mécanisme, un petit peu de défense, mais soit ils deviennent un petit peu invisibles, donc je m'efface, je fais pas de vagues, je suis le gentil petit garçon qui est tout mignon, fait pas de bruit, joue dans sa chambre, etc. Vous avez aussi des enfants qui peuvent faire aussi se mettre en échec scolaire pour aussi peut-être resensibiliser le parent et dire je suis là, voilà. Et vous avez aussi quand même un chiffre qui est quand même hyper important, c'est quand même il y a 60% des enfants qui peuvent faire de l'énurésie et de l'encoprésie. C'est le premier signe qui fait que quand un enfant retombe là-dedans, c'est que généralement ça peut être lié. Bon, généralement, alors, je ne sais pas, mais tous les ça, des études en Belgique, c'est que 60% ça peut être lié aussi avec le parent qui est vraiment en grande souffrance. Alors attends, juste petite précision. Donc l'énurésie, généralement, on sait assez bien ce que c'est, donc c'est le pipi au lit. Mais l'encoprésie, c'est pas très connu. C'est l'impossibilité de se retenir de faire caca. Voilà, donc c'est moins connu que l'énurésie, mais l'encoprésie, ça peut être ça. Oui. Enfin, c'est ça. Après, les enfants peuvent aussi manifester des troubles du sommeil, avec des troubles du sommeil, soit de l'endormissement, des cauchemars, etc. Des troubles alimentaires aussi, parce que c'est aussi un moyen de se manifester, et aussi de l'anxiété, et puis aussi, il peut y apparaître aussi des phobies, n'importe quelle soit, phobie sociale, voilà. Donc, c'est vrai que le burn-out d'un parent, ça a quand même des conséquences sur la famille en entier. Il y a le couple, il y a la famille, et il y a aussi les enfants. Donc, on sombre vraiment dans le burn-out. On n'y arrive pas comme ça du jour. C'est vraiment quelque chose. Quand on dit qu'on glisse dans un burn-out, c'est un peu ça. C'est vraiment un processus qui est lent et qui est très subjectif en plus. C'est assez vicieux. Et pour moi, j'ai une image un peu à chaque fois qui parle un peu du burn-out, c'est un peu comme si vous étiez une personne et vous avez des gens autour de vous qui vous disent maman, tu peux venir là, maman, machin, ou votre mari qui vous dit tu peux vider le lave-vaisselle, machin, tout ça, voilà. Vous avez des gens, plein de sollicitations autour et vous êtes une personne et à l'intérieur de vous, vous avez comme si vous avez un hurlement de douleur en disant mais non, je n'en peux plus, quoi. C'est limite, c'est un peu ça, quoi. Pour moi, l'image, ce serait ça, c'est d'avoir quelqu'un qui hurle de l'intérieur, non, je n'en peux plus, je vais craquer. Et puis, vous avez tout le monde qui vous sollicite autour. Et puis un jour, ça craque, vous êtes cloué au lit et puis vous ne pouvez plus bouger parce que là, vous avez atteint le point de non-retour, quoi. C'est un petit peu ça. Bon, j'étais un peu vite, je suis navrée, mais vous aurez votre PDF quand même, ça vous aidera parce que je suis un peu vite. Mais je vais m'améliorer en même temps après. Je parlerai de plus en plus lentement, mais je suis un peu… Alors, il y a quand même des solutions un petit peu. Alors, c'est des solutions c'est un processus pour un petit peu se retrouver dans sa place de parent. C'est quelque chose qui, c'est pareil. On ne peut pas s'en sortir tout seul, ça, bien évidemment, vous l'auriez compris. Et puis, c'est quelque chose qui ne se fait pas non plus du jour au lendemain. Mais en tous les cas, voilà, ça existe. Il y a des choses qui sont mises en place aujourd'hui et on en parle de plus en plus et tant mieux. Je trouve que c'est très bien. Aussi bien pour les professionnels pour repérer des trucs et aussi bien pour les conjoints ou pour des amis, etc., de la famille, c'est très, très bien. Alors, la première chose, j'ai envie de dire, si on a envie un peu de s'en sortir, c'est peut-être d'accepter, c'est déjà d'admettre un petit peu,
compliqué, hein, d'admettre que là, on est un peu dans une impasse et que là, on est au bout du bout, hein, on est au bout du rouleau et que là, il va falloir faire quelque chose. Soit votre conjoint vous a dit, là, c'est plus possible, hein, regarde, tu n'arrives même plus à te lever le matin, donc il y a quand même un problème. C'est vraiment reconnaître vraiment sa souffrance, reconnaître vraiment qu'on n'est pas bien, pouvoir y mettre des mots, et c'est vraiment, pourquoi pas se mettre en arrêt, j'ai envie de dire. Pourquoi pas se mettre en arrêt? Parce que après tout, faire une pause, ça peut être une pause aussi, faire un break pour plein de choses, mais se recentrer, penser à soi et se préserver. Donc pourquoi pas un arrêt maladie? Vous allez voir votre médecin, etc. Il n'y a pas de médicaments miracles, ça c'est bien évidemment. Après, c'est vraiment un travail sur soi. Alors, être accompagné, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Alors, le mieux, c'est être accompagné en groupe, parce que je pense que l'idéal, c'est de parler il existe, ça commence à arriver, des groupes de parole, justement, sur le parent épuisé, le burn-out parental, etc. Il y a beaucoup sur le burn-out professionnel. Maintenant, il y a des gens qui font des tas de trucs, des formations et tout, mais le burn-out parental, je pense que c'est intéressant de ne pas être seul, et en même temps, c'est se déculpabiliser, c'est vraiment, quand on en parle avec d'autres, c'est être sans jugement, c'est pouvoir dire, ah ouais, tout compte fait, je suis pas toute seule, ouais, et puis c'est aussi, quand on est dans un groupe comme ça, c'est avoir une dynamique pour se rebooster en même temps, c'est aussi ça, trouver des solutions, avancer, avoir des perspectives, et de dire que, oui, ça peut arriver à d'autres. Et quand on se dit ça peut arriver à d'autres, déjà, on s'enlève une petite honte, une culpabilité, on peut avoir des perspectives pour avancer. Alors, c'est accepter d'être imparfait, bien évidemment. Hein, c'est, oui, on n'est pas parfait, on a des grosses imperfections et il faut vivre avec. Et c'est tant mieux parce que ça fait la richesse de, voilà. Hein, et baisser aussi les exigences. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple. C'est vous allez le matin avant d'être en burn-out, vous partez tous les matins et vous vous dites, il faut que mon lit soit fait tous les matins, faut que limite la table pour le soir soit mise parce que je vais gagner du temps, hop, au taquet, sur tous les fronts. Oui, mais la question qu'il faudrait se poser, c'est si je fais pas mon lit ce matin, est-ce que dans 5 mois, je vais avoir des répercussions alors sur ma vie, sur, je sais pas, voilà. Est-ce que c'est si grave que ça? En fait, c'est ça. C'est se dire que où je vais mettre les priorités. Aujourd'hui, je suis épuisée. Aujourd'hui, il faut que je me recentre. Aujourd'hui, il faut que je priorise et que je me dise, si ça c'est pas fait aujourd'hui, est-ce que ça aura vraiment un impact sur mes enfants, ma famille? Est-ce que mon mari va me quitter si je fais pas mon lit ce matin? Oh, je suis pas trop sûre, hein, visiblement. Voilà, c'est vraiment se recentrer. C'est faire, c'est un petit peu ça. Baisser ses exigences, et se dire que c'est pas grave, ça se sera fait demain, tant pis, voilà. Et puis se dire qu'on mangera des biscottes et qu'on n'aura pas de pain frais parce qu'on n'a pas fait un détour de 3 km pour aller à la boulangerie, c'est pas grave non plus, hein, c'est pas pour ça que, voilà. En fait, c'est ça, c'est prendre un peu de distance avec ce côté être au taquet tout le temps, être parfait. Et aussi, la difficulté, alors là, je pense que moi, ce serait ma grosse difficulté, c'est de déléguer, en fait. Je me dis, mais ça doit être, c'est bien en fait de contrôler parce qu'on gère notre petite entreprise de famille, c'est un peu comme ça en fait. La famille, ça fait comme une petite PME. Hop, voilà, il y a plein de choses à gérer. Et puis se dire, non, je vais confier ça à mon mari. Puis on a toujours cette crainte en disant, je suis sûre que ça va pas être fait comme j'ai envie. Limite, faudrait qu'il plie le linge, ça va me décharger, mais je suis sûre que ça va pas être fait comme j'ai envie. C'est accepter ça. Les imperfections des autres aussi. Mais c'est hyper dur. Ça, c'est le truc, faut se faire violence des fois. Hein. C'est, voilà. Bon, je lui laisse plier le linge, mais là, ça va être chaud parce que je suis sûre que ça va pas être comme je veux. C'est vraiment faire un travail sur soi. Et ça demande, mais en même temps, on a tout à y gagner après. Mais au départ, c'est difficile. C'est difficile de pas faire comme on avait décidé, comme on a envie et comme on le gérait avant, en fait. Mais c'est pour du mieux parce que, voilà. Et puis, c'est aussi demander à ses enfants de participer. Pourquoi pas faire un tableau pour qui met la table, qui va aujourd'hui, maintenant c'est plus moi qui vais chercher les courses au drive, c'est mon mari qui ira par exemple tous les vendredis soirs. Voilà, c'est aussi organiser la famille pour qu'elle prenne part aussi de tout cet épuisement parce que c'est vrai que c'est compliqué quand même de gérer une famille. On se met cette surcharge alors qu'en fait j'ai envie de dire, vous pouvez très bien apprendre à une ado à faire la machine à laver. On se dit, oh non, la pauvre quand même, oh là là, elle est peut-être en train d'être avec ses copines.
En fait, en même temps, on s'inflige ça, mais ça se trouve, c'est ridicule. Enfin, je veux dire, voilà. Oh, bah, je vais aller chercher mon fils au sport parce que, alors qu'il est à 2 rues, il pourrait peut-être rentrer à pied, mais non, 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 il faut qu'on se dise, non, non, il faut que je sois là et que j'assume. Voilà, c'est vraiment déléguer, rendre responsable peut-être les autres sur des tâches, parce que les enfants aussi peuvent participer, et c'est vrai qu'on est dans cette envie de toujours voilà, gérer. Et puis, arrêter aussi de se comparer aux autres. C'est-à-dire que souvent, on est un peu avec cette pression sociale, hein, faut pas rêver, hein, vous avez la pression sociale de l'école, enfin de tout, hein, des autres, de vos voisins, etc. De même au boulot, hein, oh là là, à l'école, il faut que vos enfants soient bien dans les clous, qu'ils fassent pas trop de vagues, voilà, il y a aussi ça. Quand vous allez à l'école, vous avez les autres mamans qui vous regardent. Quand vous êtes au boulot, faut quand même pas, c'est pareil, être performant. Et puis c'est ce qu'on vous demande, être au boulot, c'est être compétent, performant, plus. Et nous, on s'inflige ça aussi en tant que parents. Nos enfants, on fait la même chose, c'est-à-dire qu'à l'école, il faut aussi qu'ils soient performants, qu'ils écoutent, qu'ils aient ce statut d'élève, etc., etc. En fait, on se met une telle pression sur plein de choses que du coup, ça nous laisse plus des fois le moment où on peut lâcher prise, où on peut souffler en fait, où se donner droit à l'erreur. C'est-à-dire que oui, on n'est pas parfait, oui effectivement, oui, mon enfant, oui effectivement, oui, il est un peu turbulent à l'école, oui, qu'est-ce qu'on peut plutôt mettre en place que toujours dire ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ok, j'entends bien, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vraiment ça, c'est aussi des fois voir les choses un peu sous un autre angle. Mais c'est un travail où on ne peut pas le faire tout seul. C'est vraiment être accompagné pour vraiment avoir une autre optique, parce qu'on est tellement au bout du bout, hein, j'ai envie de dire, que voilà, il faut vraiment être porté. C'est accepter de changer de fonctionnement. C'est vraiment ça. C'est pas un échec, c'est une période de souffrance. Et cette période-là de burn-out ne fait pas que vous êtes un mauvais parent, entre guillemets, hein, un mauvais parent, surtout votre vie. Vous avez des enfants qui ont 12 ans, c'est pas parce que pendant 6 mois vous avez été en burn-out que pendant 12 ans vous avez été un mauvais parent. Non, c'est pendant cette période-là, une période difficile, un moment compliqué, un échec, vous vivez comme un échec, etc. C'est une période de compliquée, mais ça ne vous fait pas que tout est à reconsidérer. Non. Non, c'est à ce moment-là d'être plus fragile qu'un moment qu'un autre, plus réceptible, je sais pas, plus de pression, plus de stress, qui fait que on n'a pas su gérer. Voilà. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est fréquenter des lieux ressources. Alors, c'est vrai que pour les parents, il y a beaucoup de parents qui n'osent pas, mais aller dans les LAEP, dans les lieux accueil d'enfants parents, aller dans les cafés des parents, les cafés poussettes, aller dans des choses comme ça, c'est aussi peut-être aussi faire des rencontres de d'autres parents, avoir peut-être des conseils de professionnels en toute légitimité. Et généralement, c'est des lieux qui sont sans jugement, donc où vous pouvez y trouver peut-être des réponses et puis surtout un soutien. Donc, je pense qu'il y a des lieux ressources, il y a un accompagnement individuel ou en groupe à faire, et puis un bon conseil de famille pour y mettre de bonnes bases. Et puis ça peut être vraiment le processus de solution. Ce serait ça. Voilà. Après, c'est vrai que il y a certains parents qui en burn-out se font arrêter par le médecin, et puis ils ont l'impression d'aller mieux. Ils sont arrêtés 1 semaine, 2 semaines, et puis pouf, ils repartent. Puis ça y est, ils se disent allez, ça y est, c'est reparti, ça va mieux. Et puis 2-3 mois après, pam, encore un arrêt de travail. Et puis alors là, ils vont s'arrêter un peu plus longtemps parce que c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus. Puis ils sont arrêtés 2-3 semaines, et puis au bout de 2-3 semaines, ça y est, c'est bon, c'est reparti. Ouais, mais en fait, si à aucun moment, si juste la solution pour le parent, c'est de se faire arrêter, de rester à la maison, à s'occuper des enfants et à faire avoir cette charge mentale qui est quand même là, finalement, c'est pas vraiment solutionné de juste s'arrêter, parce qu'effectivement, le parent va reprendre un petit peu de force, un peu, voilà. Et puis, il va avoir l'impression de repartir et que ça va aller mieux. Et ça peut durer très longtemps. Ça peut durer pendant des années. Moi, je l'ai vu avec ma meilleure amie, où effectivement, pendant des années, régulièrement, elle se faisait arrêter pour burn-out. Sauf que burn-out professionnel. Sauf qu'elle n'avait pas compris qu'il n'y avait pas que ça, en fait, qu'il y avait autre chose. Jusqu'au jour où elle m'appelle, elle est incapable de se lever. Elle ne peut pas se lever. Elle n'y arrive pas. C'était trop pour elle, donc il a fallu que j'aille chez elle pour prendre ses enfants, parce qu'elle était incapable de se lever. Donc à un moment, c'est ça aussi la différence entre le burn-out et la dépression, où la dépression, c'est vraiment une descente comme ça, et le burn-out, ça peut faire des pics. Ça peut être vraiment en dents de scie, et on peut avoir l'impression d'en être sorti,
Mais si on ne se fait pas accompagner, c'est quand même compliqué. Enfin, il y a quand même très peu de personnes qui s'en sortent tout seuls. Et puis c'est surtout qu'en plus, quand on est arrêté comme ça à la maison, on se culpabilise d'être encore plus incompétent et oui, on est au taquet avec toutes les tâches ménagères. Et c'est-à-dire que, alors qu'on se dit, on est à la maison, il faut quand même que la maison soit propre, les courses, le repas, etc. Et en fait, c'est là où ça va pas. C'est que si on est arrêté, il faut faire vraiment un accompagnement sur soi, mais pas attendre juste pour juste mieux dormir. C'est pas ça. En fait, on se dit, bon, je vais arrêter le boulot pour être à la maison, je vais mieux dormir, me reposer, etc. Mais en fait, c'est un faux semblant parce qu'effectivement, votre va aller mieux parce que vous allez mieux dormir. Mais en fait, à la maison en tant que telle, vous allez toujours gérer autant le quotidien, autant être sollicité. Et la problématique n'aura pas à ce niveau-là, effectivement. C'est là où, si vous êtes arrêté, il faut faire vraiment un accompagnement en parallèle. C'est-à-dire que, voilà. C'est-à-dire que voilà. Donc un petit peu comment on pourrait un peu définir un peu le parent épuisé qui est vraiment à bout. Juste pour faire un peu la différence entre la dépression et le burn-out, parce que beaucoup de gens nous posent la question souvent avec Gwenaëlle, on nous pose la question, c'est quoi la différence? Alors la différence, c'est que la dépression, par exemple, vous êtes vraiment dans la plainte. Oh, j'en ai marre, ça va pas, machin, tout ça. Le burn-out, vous n'en avez pas forcément conscience et vous êtes un peu dans le déni, parce que vous êtes dans l'activité. Et en plus, l'entourage ne le voit pas parce que vous êtes dans l'activité. La dépression, vous êtes dans l'évitement, tout est pénible, etc. Le burn-out, vous dites jamais non, donc vous êtes toujours dans l'hyperactivité. Donc voilà, on est carrément aux antipodes. La dépression, vous êtes dans un désinvestissement de tout. Le burn-out, vous surinvestissez tout parce que vous êtes tellement exigeant que vous refaites pour refaire que ce soit mieux, etc., etc. La dépression, vous êtes dans un laisser-aller où tout devient une montagne, tout est compliqué. Oh là là, même partir en vacances, faire les bagages, mais c'est même pas possible, etc. Et le burn-out, là, vous avez envie de tout faire seul et vous en rajoutez aussi de la surcharge. Voilà. La dépression, on n'a pas de perspective d'avenir. On se sent vraiment sans projet, sans rien. Le burn-out, vous avez trop de projets et le temps, vous êtes toujours en train de le compter. Vous n'avez jamais assez de temps pour tout faire, au contrario. Et la dépression, vous êtes limite vidé d'émotions. Vous avez, voilà, tout est, voilà. Et le burn-out, vous avez des émotions, elles sont très instables. C'est de l'hyperactivité, de la joie, la tristesse, on part de tout, voilà. La dépression, c'est vraiment un état permanent. Là, vraiment, voilà, vous êtes arrivé un truc et vous avez perdu votre boulot et on rentre dans une dépression, voilà, suite à machin, etc. Vous êtes divorcé, vous n'avez pas supporté, voilà. Le burn-out, c'est vraiment, on y glisse. C'est vraiment quelque chose, le syndrome du parent épuisé, là, c'est vraiment que ça s'installe lentement, mais lentement, et quand c'est ancré, voilà. Quand on a vraiment tout d'ancré, là, c'est compliqué parce que c'est limite un petit peu trop tard, parce que c'est pas vous êtes en danger, c'est pas ça, mais c'est que là, vraiment, vous pouvez plus vous en sortir tout seul. C'est que là, vraiment, vous avez vraiment besoin d'aide. Voilà un peu la différence entre la dépression et le burn-out, parce que souvent, on se pose la question. Tout à fait. Donc, pour conclure un petit peu, du coup, j'ai fait un peu plus court, pour conclure, enfin un peu plus vite. Pour conclure, on va dire que le burn-out parental, c'est vraiment une détresse avec des nombreuses conséquences qui touchent les enfants, la famille, le parent. C'est évidemment très compliqué de demander de l'aide parce que c'est accepter vraiment on a échoué quelque part. Mais une fois qu'on a déclenché une aide, qu'on a cherché un soutien, c'est vraiment pour retrouver un souffle et un apaisement dans la famille. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment orienter les gens pour vraiment les aider. Il y a des thérapeutes, il y a des centres, il y a peut-être des groupes de parole, il y a des choses comme ça peut être une première chose. Il y a une amie qui peut être une très bonne écoute au départ et après glisser vers des professionnels. Voilà, c'est savoir dire non, savoir dire stop, se faire confiance. C'est vraiment long, mais il faut pas rester tout seul. Et puis demander de l'aide, c'est pas être faible, au contraire. Je pense que c'est être extrêmement courageux de demander de l'aide à quelqu'un parce que voilà, c'est vraiment courageux. Moi, je trouve. C'est pas facile de demander de l'aide.
Donc, et puis après, pour terminer, moi je dirais que il faut déjà s'aimer en tant que parent avec des belles imperfections. Et je trouve que nos imperfections font qu'on est des belles personnes. Voilà un petit peu pour conclure un peu sur notre burn-out. C'est un petit peu intense. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous ai un petit peu lourd. Mais la question qui nous pose souvent, enfin voilà, c'est souvent la dépression et le burn-out. Ouais, la différence entre la dépression et le burn-out, ça c'est la question qui revient le plus souvent, effectivement. Mais tu as très bien expliqué. Je vous ai mis dans le chat notre adresse mail du réseau si vous voulez récupérer le support de la conférence. N'hésitez pas à nous écrire un petit mail et on vous l'enverra. Moi, je crois que ça allait couper. Non, tu es toujours là, je te rassure. Non, mais ça coupe. J'ai mauvais karma. Du coup, je sais pas, il y a aussi, bon, si vous n'avez pas de questions, écoutez, j'espère en tous les cas que ça a répondu à certaines de vos questions. Ça a pu au moins peut-être vous éclairer sur certains points. Après, nous, on peut rester disponible, même, vous pouvez nous envoyer des mails, vous avez notre adresse mail, il n'y a pas de souci. Et puis, je sais que, Élodie, vous vouliez reparler peut-être, non, de la bulle du goûter, non? Oui, déjà, merci à vous pour cette intervention. Alors, bon, c'est vrai que c'est difficile, hein, ça fait beaucoup d'informations, on se reconnaît dans certaines situations, moins dans d'autres. Du coup, bon, ça pose quand même question de se dire à un moment donné, est-ce qu'on n'y était pas à deux doigts de ce que vous avez annoncé. Je crois que ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'effectivement, on n'est pas des wonder parents et que si on a besoin d'aide, il faut savoir la demander. Voilà, donc en tous les cas, merci à vous pour cette petite conférence. C'était pas un exercice facile. Merci aux collègues d'être présents ce soir parce qu'on est en force. Et puis merci à toi, Nathalie, de nous avoir rejoints. Je ne sais pas si toi, Nathalie, tu avais plutôt des questions. Tu as une grande famille aussi. Alors, est-ce que tu as envie de rebondir sur quelque chose ou pas? Voilà, comment toi, tu as vécu ce petit moment? Alors, on t'entend pas, tu n'as pas dû remettre ton micro. Non. Alors là, Alors, on ne vous entend pas. Ouais. Non. Ah. Non. Bon, toujours pas, Nathalie. Après, si tu as des questions, n'hésite pas à revenir soit vers moi, soit par le biais du mail réseau parents 17. Voilà, il ne faudra pas hésiter. Est-ce que la leçon remarche peut-être pour toi? Non, toujours pas. Bon, ce sera pas pour ce soir. Donc, je voulais informer sur la prochaine date du réseau Cœur de Famille qui a lieu le dimanche 9 mai. Ça sera un petit atelier cuisine. On vous propose un tiramisu aux fraises et puis un tressé de courgettes. Voilà, si vous le souhaitez, l'idée c'est de se connecter à 15h et de cuisiner ensemble pour le plaisir et pour ceux qui ont envie d'être présents avec nous. Voilà. Merci à vous en tous les cas. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés en tous les cas. Et puis, bonne continuation chacun dans vos domaines. C'est un petit peu ça. Et puis, au plaisir de vous retrouver. Voilà. Et on vous souhaite une très bonne soirée. Merci. On reste peut-être 2 minutes, les filles, avant de raccrocher. Oui. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Ouais. Il y a tout qui se déclenche. Non. Hop. Il y a ouais. Bon, comment vous avez vécu ce moment? Oh bien, nous, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est pas. Attends, je vais arrêter l'enregistrement parce que pour le coup, il n'y a plus de. Hop, j'arrête l'enregistrement.